Bonjour à tous et à toutes les génépistes et bienvenue à cette formation sur le fonctionnement du système pénal. Il s'agit d'une mini-formation en droit pénal et en procédure pénale. L'idée étant de vous fournir des clés de compréhension pour comprendre le fonctionnement du système pénal en hyper accéléré, tenter de comprendre comment, une fois qu'une infraction est commise, comment est-ce qu'elle est traitée par le système judiciaire, quels sont les différents acteurs qui interviennent, quels sont les devoirs, les actes qu'ils peuvent poser et comment est-ce qu'on en arrive finalement à ce qu'une infraction soit traitée par les cours et tribunaux. Alors je suis sincèrement désolée de devoir dispenser cette formation en distanciel. J'aurais préféré vous retrouver en live, mais voilà, les circonstances m'y obligent. Et comme vous le savez, le GNEPI organise une séance de questions-réponses le samedi 30 janvier à 17h. Vous aurez l'occasion de poser toutes vos questions sur la formation que je vous dispense ici, mais aussi de poser vos questions sur les vidéos qui ont été postées par Olivia Nederland sur l'exécution des peines. Donc si vous m'entendez, c'est que vous avez compris le fonctionnement de ce PowerPoint. Il suffit de cliquer chaque fois sur le petit haut-parleur qui se trouve en bas à droite de la dia et vous verrez que ce PowerPoint est alimenté de diverses illustrations sur lesquelles il n'y a pas spécialement cette petite icône et donc vous devez tout simplement passer la dia. Voilà, c'est parti. Tout d'abord, comment est-ce qu'on entre dans le système pénal? Donc, comment est-ce qu'une infraction est portée à la connaissance de la justice, des autorités judiciaires? Alors, ça peut être via la plainte de la victime. Donc, vous vous rendez au commissariat de police pour déposer plainte parce que vous avez été agressé, parce qu'on vous a volé votre sac, parce que vous êtes l'objet d'un harcèlement téléphonique. Mais ça peut être aussi via un flagrant délit. À savoir, c'est la police qui va constater une infraction qui est en train de se commettre. Donc voilà, elle patrouille dans les rues et elle tombe sur quelqu'un qui est en train de voler une voiture, elle tombe en flagrant délit d'une vente de stupéfiants, mais ça peut être aussi via une dénonciation. Donc vous dénoncez une infraction supposée commise par quelqu'un. Malheureusement, c'est le cas actuellement dans le cadre de la crise sanitaire où il y a pas mal de gens qui dénoncent d'autres, notamment parce qu'ils organisent une fête clandestine. Et ça peut être enfin aussi via des renseignements qui sont fournis par des tiers, qui vont fournir des renseignements à la police, voire directement au parquet. On va voir après c'est quoi la figure du parquet, des renseignements, par exemple la Sûreté de l'État, qui mène des enquêtes sur certains individus et à la suite de ces enquêtes vont fournir un certain nombre de renseignements à la police ou directement au parquet. Et sur base de ça, on va ouvrir un dossier judiciaire. Alors tous les éléments qui sont récoltés dans le cadre de la plainte, du flagrant délit, vont être consignés dans des procès-verbaux, donc consignés par écrit dans des procès-verbaux, qui sont dressés par la police. Et la police doit transmettre ces procès-verbaux au parquet. Qu'est-ce qui entre dans le système pénal? Quelles sont, en d'autres mots, les infractions qui sont portées à la connaissance du système pénal? Alors, il s'agit uniquement des infractions pénales. Et ça, c'est bien important à comprendre, même si ce n'est pas évident. C'est qu'il y a une série de comportements dans la société qui sont érigés en infractions, mais il ne s'agit pas spécialement d'infractions pénales. Il peut s'agir d'infractions civiles, d'infractions administratives, d'infractions disciplinaires. Donc, par exemple, pour le disciplinaire, vous avez différents ordres, l'ordre des médecins, des pharmaciens, des avocats. Ils peuvent établir un règlement en érigeant certains comportements en sanctions, parce qu'ils estiment que c'est en violation avec, par exemple, pour les médecins, les règles de l'art de guérir. Et ces ordres peuvent infliger des sanctions disciplinaires qui ne sont pas des sanctions pénales. La différence est importante à opérer entre les infractions administratives et les infractions pénales. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc un exemple, le tapage diurne n'est pas une infraction pénale mais une infraction administrative.
Donc si vous prenez un code pénal, vous ne verrez pas parmi les différents comportements qui sont érigés en infraction, vous ne trouverez pas le tapage diurne. Pourquoi? Parce que le tapage diurne constitue une infraction administrative qui est dès lors punie de sanctions administratives comme une amende, comme par exemple la fermeture d'un établissement parce qu'il y aurait du tapage à longueur de journée. En revanche, le tapage nocturne est une infraction pénale. Donc le fait de faire du bruit pendant la nuit, donc là vous retrouvez cette infraction dans le code pénal et c'est donc des sanctions pénales qui sont à la clé et qui consistent en des amendes, voire de l'emprisonnement, donc une peine privative de liberté. Il faut savoir que uniquement le pénal peut priver quelqu'un de sa liberté via une peine d'emprisonnement ou comme on le verra après, via ce qu'on appelle une peine de réclusion. Alors, pour un peu compliquer l'affaire, vous avez ce qu'on appelle des infractions mixtes, à savoir des comportements qui non seulement sont érigés en infractions pénales dans le code pénal, mais qui peuvent aussi constituer des infractions administratives. C'est par exemple le cas des graffitis. Si vous prenez le code pénal, mais vous avez une disposition dans le code pénal qui punit le graffiti de sanctions pénales, puisqu'il s'agit d'emprisonnement, c'est une peine privative de liberté, et également d'une amende. Mais en même temps, si vous vous penchez sous les règlements de police, les règlements communaux, vous pouvez voir que dans la plupart des règlements de police communaux, ici je prends l'exemple du règlement de police de la commune d'Ixelles, ben vous voyez que la commune érige aussi en infraction le graffiti. Alors la commune n'est évidemment pas compétente, c'est uniquement le législateur fédéral, à savoir le Parlement. La commune n'est pas compétente que pour ériger les comportements en infraction pénale punie de sanctions pénales. Donc elle va le faire via des infractions administratives qui sont punies de sanctions administratives, en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, l'amende ou la fermeture d'établissement. Un autre exemple d'infraction mixte, c'est les infractions dites Covid. Et là, on est en plein dans l'actualité. Donc, vous savez que dans le cadre de la pandémie, il y a un certain nombre de comportements qui ont été érigés en infraction, comme l'interdiction de rassemblement, l'obligation du port du masque dans les transports en public. Et ces infractions sont des infractions mixtes. Pourquoi? Parce qu'elles sont à la fois punies de sanctions pénales, par exemple l'emprisonnement qui peut aller jusqu'à 3 mois sur base de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, mais en même temps ces infractions font l'objet de sanctions administratives sur la base d'un arrêté royal qu'on a dénommé arrêté royal SAC. Et c'est la fameuse amende de 250 € minimum pour les particuliers et les individus. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a un comportement qui constitue une infraction mixte, à savoir que vous pouvez non seulement subir une sanction pénale, mais une sanction administrative. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas avoir les deux sanctions. C'est l'interdiction de la double peine. Donc, soit on vous inflige une sanction pénale, soit on vous inflige une sanction administrative, mais pas les deux. Alors, en principe, en temps normal, on reprend l'exemple du graffiti que je vous ai donné, c'est la répression pénale qui est prioritaire sur la répression administrative. Ça veut dire que c'est le parquet qui doit d'abord décider si oui ou non il va exercer des poursuites devant les tribunaux pour que ces tribunaux vous infligent une sanction pénale. Et c'est uniquement dans l'hypothèse où il décide de ne pas exercer comme on appelle l'action publique, on reviendra là-dessus après, par exemple parce qu'il classe sans suite le dossier, que alors l'administration communale peut prendre le relais et décider de vous infliger une sanction administrative. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le cadre de la pandémie? On a inversé l'ordre des choses. Donc on a inversé la priorité via ce qu'on appelle une circulaire du collège des PG, circulaire du collège des procureurs généraux. Vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, notamment à propos de l'utilisation de drones par la police. Et donc ce collège a décidé de privilégier la répression administrative, donc de privilégier les sanctions administratives sur les sanctions pénales, en disant il n'y a pas de poursuite, sauf exception, mais je ne rentre pas dans les détails, s'il y a une amende administrative qui a été infligée par la commune et que vous avez payé cette amende. Pourquoi est-ce qu'on a décidé ça? Tout simplement pour éviter de surcharger les cours et tribunaux avec les infractions Covid. Vous connaissez
la chanson, les cours et tribunaux sont surchargés, il y a énormément d'arriérés judiciaires et on avait peur d'encore ajouter de la charge avec les infractions Covid. Maintenant, il faudra voir si cet objectif au final est atteint, puisqu'il y a eu beaucoup de sanctions administratives qui ont été infligées, il y a beaucoup de gens qui ont contesté ces sanctions administratives devant la justice, et par ailleurs, il y a des gens qui n'ont pas payé l'amende administrative et qui ont été poursuivis devant les tribunaux. Autre élément qu'il est important de garder à l'esprit, c'est que le système pénal fonctionne par ce qu'on appelle des mécanismes de filtrage. À savoir qu'il y a une grande différence entre les infractions qui sont commises, qu'on appelle la criminalité réelle, et la criminalité qui est enregistrée par la police, la criminalité qui entre dans les parquets, qui va faire l'objet de statistiques, et les infractions qui finalement font l'objet d'une condamnation et qu'on va retrouver dans les statistiques de condamnation. Donc c'est important d'opérer la différence entre la criminalité réelle et la criminalité telle qu'elle est enregistrée par les autorités judiciaires et qui se reflète dans les statistiques criminelles. Alors pourquoi? Mais parce que tout simplement, il y a un certain nombre d'infractions qui ne sont jamais rapportées à la police. Hein, vous prenez l'exemple des violences conjugales, c'est un contentieux où les personnes ne vont pas spécialement porter plainte à la police. Et par ailleurs, même s'il y a une criminalité qui est constatée par la police, elle ne va pas toujours faire l'objet d'un procès verbal qui va être transmis au parquet. Ensuite, si l'infraction est dressée dans un procès verbal, hein, via les canaux que je vous ai décrits ici avant, la plainte de la victime, le flagrant délit, cette infraction va être portée à la connaissance du parquet via un procès verbal, mais ce n'est pas pour ça que le parquet va poursuivre systématiquement ces infractions devant les tribunaux. On verra après que le parquet a un certain nombre d'outils à sa disposition qui lui permettent de mettre le dossier sur le côté. L'outil que vous connaissez sans doute qui vous est le plus familier, c'est le classement sans suite. Donc il y a vraiment une différence entre la criminalité réelle et finalement la criminalité qui va faire l'objet d'une condamnation devant les cours et tribunaux. Alors dans l'hypothèse où l'infraction qui a été commise a fait l'objet d'un procès verbal et que ce procès verbal est transmis au parquet, ben le parquet va ouvrir un dossier, donc il va commencer une enquête et cette enquête va porter le nom d'information. Donc l'information, c'est tout simplement ça, c'est le parquet qui ouvre un dossier, qui va mener une enquête et au cours de cette enquête, on va le voir, il va procéder à un certain nombre de devoirs et d'enquêtes. Alors cette enquête, dans le cadre de l'information, est menée par le parquet. On parle aussi de procureur du roi. Enfin, on parle plutôt de substitut du procureur du roi parce que vous avez un procureur du roi par arrondissement judiciaire. Donc, par exemple, pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, vous avez un procureur du roi. Vous vous doutez que ce n'est pas lui qui va travailler dans tous les dossiers, mais ce sont les substituts du procureur du roi. Et on parle aussi pour le parquet de ministère public. Alors, il est important, sur base de la séparation des pouvoirs que vous connaissez, hein, donc on fait la différence entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, et ici on parle de séparation de fonctions répressives. Le parquet fait partie du pouvoir exécutif, même s'il exerce des missions judiciaires, il fait partie du pouvoir exécutif et à ce titre d'ailleurs, il peut recevoir ce qu'on appelle des injonctions du ministre de la Justice, des injonctions d'un autre ministre, mais c'est essentiellement le ministre de la Justice, qui peut par exemple l'obliger à exercer des poursuites dans un dossier. Donc, par exemple, le parquet, on verra après, va décider de mettre un dossier sur le côté via ce qu'on appelle le classement sans suite. Le ministre de la Justice pourrait l'obliger à sortir ce dossier du placard et à exercer des poursuites. En revanche, le ministre de la Justice ne peut pas faire l'inverse. Donc, si jamais le parquet décide de poursuivre quelqu'un devant le tribunal, le ministre de la Justice ne pourrait pas lui dire mais est-ce
Est-ce que tu pourrais éventuellement classer ce dossier sans suite? Mais donc, pour vous dire que le parquet est membre du pouvoir exécutif, et c'est ça toute la différence entre le parquet, le procureur du roi, le ministère public, et le juge, qu'on appelle le juge de fond, donc celui qui va condamner quelqu'un, ou le juge d'instruction qui va mener une instruction. Ces juges font partie du pouvoir judiciaire. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une séparation entre les deux. Donc, le parquet ne peut pas donner d'ordre au juge, comme le juge ne peut pas donner d'ordre au parquet. C'est deux pouvoirs distincts et seul le pouvoir judiciaire est caractérisé par son indépendance et son impartialité, ce qui est évidemment important pour bien comprendre la différence dans les rôles qui sont attribués au parquet et aux juges. On va y revenir. Juste un petit commentaire sur cette illustration, parce qu'on dénomme parfois le parquet le qualifie de magistrature debout, tandis que le juge du fond, on va le qualifier de magistrature assise. Pourquoi? Quand vous rentrez dans une audience d'un tribunal et que vous avez le tribunal en face de vous, vous avez devant vous le juge, il va toujours être assis, sauf évidemment quand il arrive et quand il part de l'audience. Tandis que le parquet, qui est la personne qui, quand vous avez le tribunal en face de vous, se trouve à l'extrême gauche, lui va être assis, sauf au moment où il va faire ce qu'on appelle ses réquisitions. À savoir qu'il va dire que dans le dossier, tous les éléments sont établis, que l'auteur de l'infraction a été identifié, que les faits sont graves, que la personne a déjà des antécédents judiciaires, et il va requérir l'application, par exemple, d'une peine de prison. Ça sera évidemment au juge à décider. Et donc le parquet se lève au moment où il prend la parole. C'est pour ça qu'on parle de magistrature debout. Comme les avocats doivent aussi se lever, qu'il s'agisse de l'avocat de la victime ou du prévenu, les avocats doivent se lever au moment où ils plaident, au moment où ils prennent la parole. On en revient à nos moutons. Donc, une fois que le procès-verbal qui a été dressé à la police arrive au parquet, ou que le parquet ouvre un dossier parce qu'il a obtenu un certain nombre de renseignements, parce qu'il y a eu une dénonciation, il ouvre donc une information. Et l'information est qualifiée par le Code d'instruction criminelle comme l'ensemble des actes qui vont donc être posés par le parquet, le ministère public, ensemble des actes qui sont destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué à comprendre de lire un article du Code d'instruction criminelle. Vous portez plainte par exemple contre X parce que vous n'avez pas réussi à identifier l'auteur de l'infraction. Le but de l'information, c'est d'essayer d'identifier la personne qui a commis l'infraction. Et le but aussi, c'est d'essayer de rassembler un maximum de preuves en vue de pouvoir présenter un dossier le plus complet au juge afin d'exercer l'action publique, donc afin que le juge puisse, en connaissance de cause, statuer dans le dossier, décider de condamner ou au contraire d'acquitter la personne parce qu'il n'y a pas suffisamment de preuves. Donc ça, c'est le but de l'information de manière générale. Donc l'information va consister à poser un certain nombre d'actes, d'enquêtes. On ne va pas passer tous ces actes en revue parce que là, on en a pour des heures. Donc ici, c'est juste des exemples d'actes qui sont posés par le parquet. L'acte quand même le plus important reste l'audition. Alors, ce n'est pas spécialement le parquet, ce n'est pas spécialement le procureur, le substitut du procureur du roi qui va lui-même procéder à cette audition. Il peut déléguer cette tâche au service de police. Et donc, il peut soit lui-même, soit demander à auditionner le suspect. Donc, le suspect, c'est celui qui est suspecté d'avoir commis une infraction, mais il peut aussi faire auditionner les victimes de l'infraction, voire des témoins de l'infraction. Ce qui est important, c'est que quel que soit le statut sur lequel vous êtes auditionné, vous avez toujours le droit d'avoir une copie de votre audition, ce qui est important pour notamment pour le suspect d'exercer ses droits de la défense, d'aller trouver son avocat avec une copie de son procès-verbal d'audition.
Alors le parquet peut aussi, parmi les actes qu'il peut poser, saisir des objets. Il va saisir des objets qui vont constituer ce qu'on appelle des pièces à conviction. Le code d'instruction criminelle parle d'objets qui vont servir à la manifestation de la vérité et qui vont donc constituer des preuves de l'infraction. Et on va les saisir de manière préalable, de manière conservatoire, qui permettra au juge du fond, s'il y a des poursuites qui sont exercées devant les tribunaux, qui permettra alors au juge, au final, de confisquer ces objets. Le parquet peut faire procéder à des fouilles de personnes ou de véhicules. Quand vous êtes arrêté, que vous êtes suspecté d'avoir commis une infraction, on va vous fouiller à nouveau pour trouver des indices qui vont constituer par la suite des preuves. Ça peut être la fouille de personnes ou la fouille d'un véhicule par exemple. Le parquet peut aussi procéder à ce qu'on appelle des analyses ADN. Euh, Ça constituait avant une exception, maintenant c'est assez courant dans le cadre de dossiers. On va procéder à des analyses ADN, à savoir qu'on va récolter des traces d'ADN sur la scène d'un crime. Donc par exemple, il y a eu un incendie, on suspecte que c'est un incendie criminel et on va essayer sur l'endroit de l'incendie de récolter un maximum de traces ADN, mais on peut aussi prélever de l'ADN sur une personne. C'est ce que vous voyez dans des séries télévisées où on a introduit un coton-tige dans la bouche d'une personne pour prélever une partie de la muqueuse. Et toutes ces traces, ces prélèvements ADN vont être introduits dans des banques de données, les banques de données ADN qu'on va faire tourner pour, par exemple, essayer d'élucider des enquêtes qui n'ont pas été résolues jusqu'ici. Un autre acte qui est très très important, c'est évidemment l'arrestation judiciaire. L'arrestation judiciaire, c'est ce qu'on appelle aussi la garde à vue, notamment en France. Ça veut dire que c'est une privation de liberté sans l'intervention d'un juge. Donc le parquet peut demander à la police de procéder à l'arrestation de quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction. Et cette privation de liberté, sans l'intervention d'un juge, peut aller jusqu'à 48 heures. C'était modifié il y a quelques années, avant c'était maximum 24 heures, maintenant c'est 48 heures. Alors ici on est dans le pénal, à savoir quelqu'un qui est suspecté d'avoir commis une infraction pénale. C'est différent des infractions administratives. Là on peut procéder à une arrestation administrative, mais qui est de maximum 12 heures. L'arrestation administrative, c'est par exemple dans tout ce qu'on appelle les troubles à l'ordre public. Donc vous avez une manifestation qui n'est pas autorisée, la police peut procéder à ce qu'on appelle les arrestations administratives. Vous n'avez pas commis d'infraction pénale, mais vous pouvez faire l'objet d'une arrestation administrative. Si quelqu'un est arrêté, fait l'objet d'une arrestation judiciaire, donc est privé de liberté parce qu'il est suspecté d'avoir commis une infraction, il a droit à un certain nombre de prérogatives, dont celui de consulter préalablement un avocat avant son audition par la police, avant son audition par le parquet. Il a le droit d'être assisté par un avocat durant cette audition. Il a le droit également d'avertir une personne de confiance et il a droit à une assistance médicale. Une fois que le parquet a posé tous les devoirs qu'il estimait utiles dans le cadre de l'enquête, il va procéder à l'examen de la légalité, de la recevabilité et de l'opportunité de poursuite. D'abord, l'examen de la légalité, il va voir si on a réussi à identifier la personne qui est suspectée d'avoir commis l'infraction. Si vous déposez plainte contre X dans le cadre d'une infraction dont vous êtes victime, si au terme de l'enquête on n'a pas réussi à identifier le suspect, le parquet va clôturer le dossier et va évidemment pas poursuivre X devant le tribunal. Il va voir si on a réuni suffisamment d'indices de culpabilité que pour pouvoir condamner la personne devant le tribunal. Ensuite, il va procéder à un examen de la recevabilité des poursuites. Donc il va voir s'il est compétent. Est-ce que l'infraction a bien été commise en Belgique et non pas en Espagne, auquel cas le parquet doit se déclarer incompétent et transmettre le dossier aux autorités étrangères. Est-ce que moi, en tant que substitut du procureur de Bruxelles, je suis compétent que pour connaître d'une infraction qui a été commise à Liège? Non,
je dois transmettre alors le dossier au parquet de Liège. On va voir aussi si la personne qui est suspectée d'avoir commis une infraction ne bénéficie pas d'une immunité, comme par exemple un ministre, un chef d'État étranger, auquel cas je dois arrêter ou à tout le moins suspendre les poursuites pendant le temps pendant lequel la personne bénéficie de cette immunité. Et ce qui est très très important, le parquet, c'est une des premières choses qu'il fait quand il ouvre un dossier, c'est de voir si l'infraction qui est portée à sa connaissance n'est pas prescrite, à savoir n'a pas atteint le délai de prescription de l'action publique. Alors, le délai de l'action publique, c'est le délai dont disposent les autorités que pour pouvoir poursuivre et condamner quelqu'un. Donc, chaque infraction bénéficie d'un délai qui varie selon la gravité de l'infraction. Au plus l'infraction est grave, au plus le délai va être long. Donc, on a, pour des contraventions qui sont les infractions les moins graves, on a un délai de 6 mois. Pour les délits, on a un délai de 5 ans. Pour les crimes, on a un délai de 10 ans. Alors, tous ces délais bougent parce qu'on peut suspendre les délais, on peut les interrompre et donc on peut les prolonger. Au final, le délai peut être relativement long. Mais donc, chaque infraction dispose d'un délai, sauf les infractions dites imprescriptibles, où on peut les poursuivre à n'importe quel moment, que l'infraction a été commise il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, à condition évidemment que le suspect ne soit pas décédé. Alors, les infractions imprescriptibles, c'est les infractions de droit international humanitaire, donc par exemple le crime de génocide. Vous avez peut-être entendu parler des différents procès Rwanda qui se sont tenus devant la cour d'assises de Bruxelles, et c'est aussi depuis peu les infractions sexuelles qui sont commises sur des mineurs. Ces infractions sont imprescriptibles et donc peuvent être poursuivies et faire l'objet d'une condamnation à n'importe quel moment. Une fois que le parquet a procédé à un examen de la légalité, de la recevabilité des poursuites, il va procéder à ce qu'on appelle l'examen de l'opportunité des poursuites, et ce qu'on va voir ici sur la dia suivante. L'examen de l'opportunité des poursuites est vraiment un concept important et qui caractérise le système pénal belge comme d'autres pays européens. Ce principe de l'opportunité des poursuites veut dire que le ministère public, le parquet, au terme de son enquête, va décider de manière quasi souveraine, il y a quelques exceptions, de la suite qu'il va réserver au dossier qu'il a ouvert. Donc au terme de son enquête, c'est lui qui va décider du sort réservé à son enquête, et comme on va le voir sur la dia suivante, il va pouvoir prendre un certain nombre de décisions. On peut classer les différentes décisions que le parquet va prendre au terme de son enquête en 3 filières. D'une part, la filière information, à savoir que le parquet va décider de clôturer le dossier au stade de l'information qu'il a menée en mettant fin provisoirement ou définitivement aux poursuites. Mettre fin provisoirement aux poursuites, ça veut dire de décider de classer l'affaire sans suite, on va y revenir. Et mettre fin définitivement aux poursuites, c'est via une médiation ou une transaction pénale, on va y revenir aussi. Le parquet peut également décider d'ouvrir une instruction, donc de soumettre le dossier à un juge d'instruction, auquel cas il se dessaisit du dossier, il met fin à l'information et on va ouvrir une instruction pour laquelle un juge d'instruction va être compétent. Et enfin, troisième filière qu'on va analyser aussi, c'est la filière du jugement, à savoir que le parquet va décider au terme de son enquête qu'il a suffisamment d'éléments que pour exercer des poursuites devant les juridictions de jugement. Avant de rentrer dans le détail des différentes décisions, des différentes filières qui peuvent être prises par le parquet, je voudrais toucher un mot des statistiques judiciaires qui démontrent que parmi toutes les infractions, les affaires pénales qui rentrent dans les parquets, donc via notamment les procès-verbaux qui sont dressés par la police, on se rend compte que c'est seulement une minorité de dossiers qui font l'objet soit d'une instruction, ça ne représente que 2% de l'ensemble des dossiers, soit qui font l'objet de poursuites devant les juridictions de jugement, ça ne représente que 3%. Ça veut donc dire que la plupart des infractions, 95% des infractions,
sont traités et sont clôturés au stade de l'information sans aller plus loin que l'information. Donc ça vient souligner le poids considérable de l'information dans le cadre du système pénal et le rôle central du parquet au sein de ce système. Alors qu'en général, c'est un acteur qui ne parle pas et qui n'est pas très très peu étudié. La partie visible de l'iceberg, ce dont parlent les médias, c'est essentiellement les affaires qui passent devant les juridictions de jugement et plus particulièrement les affaires qui passent en cour d'assises alors que ça constitue encore une minorité parmi la minorité. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur ce principe d'opportunité des poursuites. C'est vraiment un pouvoir extrêmement important, quasi discrétionnaire du parquet de réserver le sort au dossier qu'il mène, qu'il dirige. On va maintenant passer en revue les différentes décisions qui peuvent être prises par le parquet au stade de l'information. On va ici voir le classement sans suite, la médiation pénale et la transaction pénale. Donc, ce sont les décisions qui sont prises par le parquet au terme de son enquête et qui vont clôturer le dossier de manière provisoire, de manière définitive. On l'a vu, ça représente 95% des dossiers qui entrent dans les parquets. Première décision, c'est le classement sans suite. Alors, le classement sans suite, c'est quoi? C'est le fait pour le parquet de mettre un dossier sur le côté. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à identifier l'auteur de l'infraction, parce qu'on n'a pas réussi à réunir suffisamment d'indices que pour poursuivre la personne devant les juridictions de jugement. On parle ici de renonciation provisoire aux poursuites. Pourquoi? Parce que le parquet met le dossier au frigo, mais il peut toujours le ressortir. Donc, par exemple, si à la suite d'un autre dossier, si on a fait tourner les banques ADN et que par la suite on arrive à identifier le suspect ou parce que la victime apporte des éléments nouveaux dans le dossier, ben le parquet peut toujours ressortir le dossier du frigo et décider d'une autre décision, comme par exemple d'exercer des poursuites devant les juridictions de jugement. Donc il s'agit bien d'une renonciation provisoire. Et jusque quand on peut ressortir ce dossier? Ben jusqu'au moment où l'action publique est prescrite. Il est possible, même si c'est relativement rare, que le parquet décide de classer le dossier sans suite moyennant le respect de certaines conditions par le suspect, auquel cas on va parler alors de probation prétorienne. Le classement sans suite peut intervenir pour différents motifs qu'on classe en général en deux catégories. Le classement pour motifs d'ordre technique, donc on se rend compte que l'infraction pour laquelle la victime a porté plainte ne constitue pas une infraction pénale, mais par exemple uniquement une infraction administrative ou une infraction disciplinaire, voire pas d'infraction du tout. Hein. Quelqu'un se plaint par exemple de son voisin qui a sorti les poubelles en dehors des heures, c'est évidemment pas une infraction pénale. Il se peut, comme je vous l'ai dit, qu'on n'ait pas réussi à identifier l'auteur présumé, que l'action publique est prescrite, etc., etc. Mais aussi, le parquet peut décider de classer sans suite pour des motifs d'opportunité. À savoir que tous les éléments sont réunis dans le dossier, donc on a suffisamment d'indices de culpabilité, on a forcément identifié l'auteur, l'action publique n'est pas prescrite, mais malgré la présence de tous ces éléments, le parquet estime pour des motifs d'opportunité qu'il n'est pas opportun de poursuivre l'affaire devant les juridictions de jugement. Pourquoi est-ce qu'il décide de classer sans suite pour des raisons d'opportunité? Parce qu'il estime que les faits ne sont pas graves, que c'est la première fois que la personne est arrêtée, qu'elle n'a pas d'antécédent judiciaire, que vu l'arrêt judiciaire, on ne va pas encombrer les cours tribunaux, etc., etc. Et ça, c'est laissé à l'appréciation du parquet. Donc, de nouveau, j'insiste sur ce pouvoir discrétionnaire. À nouveau, si on se penche sur les statistiques, on se rend compte que le classement intervient le plus souvent pour des motifs d'ordre technique. C'est souvent notamment un classement sans suite pour auteur inconnu parce qu'on n'a pas réussi à identifier l'auteur de l'infraction, mais ça intervient aussi dans une moindre mesure, mais quand même importante, pour des motifs d'opportunité.
Autre dispositif qui peut être décidé par le parquet, toujours dans le cadre de l'information, c'est la transaction ou la médiation pénale. La transaction pénale, c'est quoi? C'est une procédure qui permet au ministère public d'éteindre l'action publique moyennant le paiement d'une somme d'argent par l'auteur de l'infraction. Vous avez certainement déjà entendu parler de la transaction pénale qui a été notamment infligée dans des dossiers financiers importants, des dossiers de délinquance financière, et donc la transaction a fait l'objet de nombreuses critiques en disant que c'est finalement un moyen pour les personnes qui disposent des moyens de pouvoir racheter quelque part son infraction. Ce qui est important dans la transaction pénale, c'est que contrairement au classement sans suite, on n'a pas une renonciation provisoire, aux poursuites, on a une renonciation définitive. Donc à partir du moment où la personne qui est suspectée d'avoir commis l'infraction accepte la transaction qui est proposée par le parquet et décide de payer la somme d'argent qui est décidée par le parquet, c'est terminé, l'action publique est éteinte. À savoir que le parquet ne pourra plus jamais rouvrir le dossier, ce qui est différent, comme on vient de voir, par rapport au classement sans suite. Et la médiation pénale, c'est en fait une procédure quasi identique à la transaction pénale, mais plutôt que de proposer le paiement d'une somme d'argent, le parquet va proposer d'accomplir un certain nombre de conditions. Alors, ça peut être l'indemnisation du dommage qui a été causé à la victime. Ça peut être le fait de suivre un traitement médical ou une thérapie. Donc, par exemple, quand la personne a des problèmes d'alcool, donc dans le cadre d'un dossier de violence conjugale, on voit que la personne a des problèmes d'alcool, on va l'inviter à suivre une thérapie. Ou si la personne a des problèmes plutôt liés à l'usage de stupéfiants, on va lui proposer de suivre un traitement médical. On peut également lui demander de suivre un travail d'intérêt général, de suivre une formation, ou encore, là on parle vraiment de médiation pénale au sens propre du terme, c'est organiser une médiation entre l'auteur et la victime pour essayer de les aider ensemble à trouver une solution. C'est notamment par exemple dans le cadre de troubles de voisinage et de voisins qui ont échangé des coups et blessures à propos d'un arbre qui a été mal taillé. On va essayer de mettre une médiation en place. À nouveau, il est intéressant de se pencher sur les statistiques, même si le constat est plutôt affligeant. On se rend compte que la majorité des infractions qui sont donc traitées au stade du parquet, donc au sein de cette première filière qui est l'information, mais la plupart des dossiers se clôturent par un classement sans suite. Donc 70% des dossiers se clôturent par un classement sans suite, en n'oubliant pas ce que je vous ai dit, c'est que la plupart des classements s'opèrent pour des raisons techniques, souvent parce que l'auteur est inconnu. Et malheureusement, comme vous pouvez le voir, la médiation pénale et la transaction n'occupent qu'une place marginale, donc respectivement 0,5% pour la médiation pénale et 1% pour la transaction pénale. C'est surtout dommage par rapport à la médiation pénale, qui est un processus intéressant, mais qui malheureusement est sous-utilisé par les parquets, malgré leur champ d'application. Donc il faut savoir que tant la transaction que la médiation pénale peuvent s'appliquer à des infractions fort graves, et pourtant elles ne sont pas utilisées ou pas utilisées assez par les différents parquets. On passe maintenant à la deuxième filière qui est donc l'instruction. Donc on change de phase dans le procès pénal et on va le voir, on change d'acteur puisqu'on passe dans la filière instruction. Donc on va voir comment on peut s'ouvrir une instruction via le parquet. Donc le parquet qui a mené son enquête et décide de se dessaisir du dossier pour le soumettre à une instruction. Mais on va voir, ça c'est intéressant aussi, qu'une instruction peut être ouverte par la partie civile. La partie civile, c'est quoi? C'est la victime ou ce qu'on appelle ses ayants droit, ses héritiers, si la victime décédée. Et on va voir que dans le cas de l'instruction, il y a une possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt. Une fois qu'une instruction est ouverte, elle va être dirigée par un juge d'instruction, qui est un véritable juge qui fait partie du pouvoir judiciaire, comme je vous l'ai dit, qui est donc caractérisé par son indépendance, son impartialité, et qui doit instruire à charge et à décharge. L'instruction peut être ouverte donc soit par le parquet, via ce qu'on appelle un réquisitoire de mise en instruction,
le parquet, au terme de son enquête, va décider de soumettre, de se dépouiller du dossier, de le soumettre à un juge d'instruction, notamment parce que le juge d'instruction, on va le voir, dispose de plus de pouvoir que le parquet, peut décider par exemple de la délivrance d'un mandat d'arrêt ou peut décider aussi de procéder à une perquisition. Mais l'instruction peut aussi être ouverte par la partie civile, hein, par la victime via ce qu'on appelle une constitution de partie civile qui malheureusement est payante. Et c'est intéressant parce que la victime va par exemple se constituer partie civile lorsque le parquet a décidé de classer sans suite et que la victime n'est pas d'accord avec ce classement sans suite parce qu'elle estime qu'il y a suffisamment d'éléments dans le dossier que pour exercer des poursuites. Et c'est une manière un petit peu de contrer l'action, comme je vous l'ai dit, importante du parquet, de pallier l'inertie du ministère du public et donc d'enclencher l'action publique. Alors, le code d'instruction criminelle nous dit que le juge d'instruction décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Et c'est là que le juge d'instruction dispose de plus de pouvoir que le parquet, utiliser la contrainte, hein, savoir qu'il peut délivrer un mandat d'arrêt et que la police va pouvoir utiliser la force, la contrainte que pour priver quelqu'un de sa liberté, ou bien le juge d'instruction peut porter atteinte aux droits et aux libertés individuelles, par exemple via une perquisition, ben, on porte atteinte à la vie privée et à la vie familiale, c'est ce qu'on va voir ci-après. Autre acte important qui peut être posé par le juge d'instruction, c'est la délivrance d'un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt, ça signifie détention préventive. Ça veut dire donc privation de liberté en prison. Donc le juge d'instruction va délivrer un mandat d'arrêt pour priver quelqu'un de sa liberté au-delà des 48 heures qu'on a vues, les 48 heures qui correspondent à la garde à vue qui peut être opérée par le parquet. Mais si on veut priver quelqu'un de sa liberté au-delà de 48 heures, il faut obligatoirement la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction et qui dit mandat d'arrêt dit détention en prison. Il faut savoir néanmoins que le mandat d'arrêt n'est jamais obligatoire. Donc quand un dossier est soumis au juge d'instruction, par exemple, via le parquet, c'est souvent le cas, le parquet peut demander au juge d'instruction la délivrance d'un mandat d'arrêt. Mais le juge d'instruction n'est jamais obligé de respecter l'injonction du parquet. Donc il peut décider d'autre chose. Il peut tout simplement libérer purement et simplement la personne. Donc la personne a été privée de liberté pendant 48 heures dans un commissariat de police et au terme de ces 48 heures, le juge d'instruction, après avoir interrogé l'inculpé, décide de le laisser en liberté. Il peut le laisser en liberté purement et simplement, ou bien il peut soumettre cette libération à un certain nombre de conditions à respecter, comme ne pas quitter le territoire, ne pas prendre contact avec les autres inculpés dans le dossier, ou il peut aussi le libérer sous caution. Ça veut dire que la personne va devoir payer un certain montant que pour pouvoir être libérée. C'est ce qu'on appelle aussi les alternatives à la détention préventive. Mais il peut aussi décider d'une détention préventive sous surveillance électronique.
Donc plutôt que la détention soit exécutée en prison, la détention va être exécutée sous surveillance électronique. Alors attention ici, c'est pas la même chose que la surveillance électronique que vous allez voir avec Olivia Nederland dans le cadre de l'exécution d'une peine privative de liberté, à savoir quelqu'un qui est condamné par le tribunal correctionnel à une peine d'emprisonnement et après le tribunal de l'application des peines va décider à un certain moment de l'exécution de la peine d'emprisonnement de libérer la personne sous surveillance électronique. Ici, c'est une véritable assignation à résidence. C'est la détention à domicile. Donc la personne est assignée à résidence chez elle. On va même délimiter un périmètre au-delà duquel elle ne peut pas aller. Hein, donc, par exemple, elle ne peut même pas aller dans son jardin ou dans la cave et elle ne peut sortir de chez elle que pour un cas de force majeure, pour se rendre à l'hôpital ou pour se rendre auprès du juge d'instruction qui voudrait l'interroger. Hein, il faut savoir que le juge d'instruction peut procéder à plusieurs interrogatoires au cours de l'instruction. Et on peut aussi avoir plusieurs inculpés dans un dossier d'instruction. Il y a certains inculpés qui vont se voir délivrer un mandat d'arrêt et qui iront en prison, et d'autres inculpés qui vont être laissés en liberté. Ce mandat d'arrêt n'a pas de limite dans le temps, donc il n'y a pas de durée maximale assignée dans la loi à la détention préventive, comme c'est le cas dans d'autres pays, sous réserve évidemment du délai raisonnable, mais en revanche, il va avoir un contrôle régulier par les juridictions d'instruction. Les juridictions d'instruction, c'est ce qu'on appelle la chambre du conseil en première instance ou la chambre des mises en accusation en appel, et ce contrôle va s'opérer obligatoirement dans les 5 jours de la délivrance du mandat d'arrêt. Donc il y a un contrôle qui va s'opérer par les juridictions d'instruction très rapidement après la délivrance du mandat d'arrêt. Après, il y aura un nouveau contrôle après 1 mois et ensuite c'est un contrôle tous les 2 mois pendant tout le temps où va durer la détention préventive, qui peut être de 6 mois, qui peut être de 2 ans, qui peut être de 5 ans. Ça dépend évidemment de l'importance du dossier. Dernière filière qu'on doit voir, c'est la filière du jugement. Donc une fois que le parquet a terminé son information, il peut décider de renvoyer directement le dossier devant les juridictions de jugement via ce qu'on appelle une citation directe, qui peut aussi être exercée par la victime, par la partie civile, ou via une convocation par procès verbal. C'est ce qu'on appelle la procédure accélérée. C'est notamment cette procédure accélérée qui est exercée actuellement dans le cadre des infractions Covid qui sont poursuivies devant les cours et tribunaux. Et enfin, le parquet peut aussi citer devant les juridictions de jugement via ce qu'on appelle la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, mais qui est très très peu utilisée et qui est une procédure qui implique que le suspect est en aveu des faits qu'il a commis, et donc c'est une procédure simplifiée qui va se passer devant les juridictions de jugement qui n'auront plus qu'à statuer sur la peine et enfin, doivent statuer évidemment sur la culpabilité, déclarer l'individu coupable ou non, mais comme l'individu a reconnu les faits et en aveu, c'est une procédure qui est quelque peu simplifiée, mais qui est très peu utilisée pour le moment. Il faut savoir aussi que quand le dossier est entre les mains du juge d'instruction, une fois qu'il a terminé son instruction, c'est pas lui qui va décider du sort à réserver au dossier d'instruction. C'est à nouveau pour garantir son indépendance et son impartialité. C'est d'autres acteurs qui vont décider du sort à réserver au dossier d'instruction, en l'occurrence les juridictions d'instruction, donc la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation, qui elles vont décider soit d'un non-lieu, à savoir que les juridictions d'instruction estiment qu'elles n'ont pas suffisamment de charges à l'encontre de l'inculpé pour le poursuivre devant les juridictions de jugement. Donc le non-lieu équivaut, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, un petit peu à un classement sans suite décidé par le parquet, ou bien au contraire, si elles estiment qu'elles ont des charges suffisantes dans le dossier, elles vont poursuivre la personne devant les juridictions de jugement. Alors, devant quelle juridiction l'individu va être poursuivi?
la compétence des juridictions est basée sur la nature des infractions. Donc on a ce qu'on appelle en droit belge la division tripartite des infractions. On a 3 infractions différentes qui vont déterminer la compétence, mais qui vont déterminer provisoirement la compétence des cours et tribunaux, comme on va le voir ci-après. 3 types d'infractions, donc les contraventions, qui sont de la compétence du tribunal de police, les délits qui sont de la compétence du tribunal correctionnel et les crimes qui sont de la compétence de la cour d'assises. Donc, ces infractions sont classées par ordre de gravité. Les contraventions sont les moins graves. Elles sont punies de peines de police, des peines d'emprisonnement et des peines d'amende. Les délits sont punis de peines correctionnelles qui sont aussi l'emprisonnement et l'amende, mais évidemment dont la durée ou le montant sont supérieurs. Et enfin, les crimes, ce sont les infractions qui sont punies de peines criminelles, à savoir de peines de réclusion, qui sont les infractions qui sont considérées comme les plus graves. Donc, ces 3 infractions vont déterminer la compétence des tribunaux, mais vont la déterminer de manière provisoire. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte d'un processus qui est très très important en Belgique, c'est le processus de la correctionnalisation des crimes. À savoir que vous avez énormément d'infractions dans le code pénal qui sont punies de peine de réclusion. On a évidemment les infractions classiques d'assassinat, de meurtre, d'empoisonnement, de parricide, d'infanticide, qui sont les crimes classiques, mais on a aussi des infractions comme par exemple le vol avec violence. Le fait d'arracher un sac à quelqu'un est considéré comme un vol avec violence. Le faux usage de faux est aussi puni d'une peine de réclusion dans le code pénal et donc est considéré comme un crime. Et tous ces crimes qui ne sont pas d'une gravité importante vont être correctionnalisés et donc ne vont pas être portés à la connaissance de la cour d'assises, qui est normalement la juridiction qui est compétente pour connaître des crimes, mais vont être portés à la connaissance du tribunal correctionnel. Donc ça, c'est un processus important. Il faut savoir que 99,9% des crimes qui sont commis ne sont pas déférés à la cour d'assises, mais sont déférés au tribunal correctionnel. Une fois que le dossier arrive devant les juridictions de jugement, donc on l'a vu de différentes manières, soit c'est le parquet qui, au terme de son information, décide de directement citer le prévenu devant les juridictions de jugement, devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. Il faut savoir que pour mener un dossier devant la cour d'assises, le parquet ne peut pas le faire, ça doit obligatoirement passer par une instruction. Et comme je vous l'ai dit, au terme de l'instruction, ce sont les juridictions de jugement qui vont renvoyer devant soit le tribunal de police, soit le tribunal correctionnel, soit la cour d'assises, s'il s'agit d'un crime qui n'a pas été correctionnalisé. Et enfin, la partie civile peut aussi citer directement quelqu'un devant les cours et tribunaux, mais ici aussi, la partie civile ne peut le faire que devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel. Il est encore devant le tribunal correctionnel uniquement pour les délits, pas pour les crimes correctionnalisés, et ne peut évidemment pas poursuivre quelqu'un directement devant la cour d'assises. Il s'agit d'une procédure tout à fait spécifique. Une fois qu'on arrive devant le juge du fond, devant la juridiction de jugement, la juridiction de jugement va commencer par ce qu'on appelle l'appel du rôle, donc va organiser sa matinée, son après-midi, va faire le tri entre tous les dossiers pour voir les dossiers qu'elle retient pour l'audience du jour, va voir si toutes les parties sont présentes, si les prévenus qui sont en prison ont bien été extraits de la prison pour être amenés au palais de justice, va voir s'il y a plusieurs personnes dans un dossier, si les avocats sont bien présents, et va donc déterminer les affaires qui vont être prises à l'audience. Une fois qu'une affaire est prise, le président du tribunal va toujours commencer par interroger le prévenu, va demander à la personne de s'identifier, de donner son domicile et va l'interroger sur les faits qui lui sont reprochés. Voilà, monsieur, dans le dossier, je vois qu'il y a un procès verbal de police qui vous a arrêté en telle date, en train d'essayer de voler une voiture. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux faits? Ensuite, on va éventuellement auditionner des témoins et des experts. Il faut savoir que le prévenu et son avocat
peuvent toujours demander à auditionner des témoins ou des experts, mais c'est laissé à l'appréciation du tribunal. Ensuite, on entend la partie civile, la victime. Ensuite, c'est le ministère public, le parquet qui requiert. Et enfin, le dernier mot est toujours laissé au prévenu ou à son avocat si il est assisté d'un avocat. Pour pouvoir condamner quelqu'un, les juridictions de jugement doivent apporter la preuve de sa culpabilité. Le prévenu est présumé innocent jusqu'au moment où le juge le déclare coupable et le condamne éventuellement à une peine. Et donc jusque-là, le prévenu a droit à garder le silence, puisque ce n'est pas à lui à prouver qu'il est coupable. La charge de la preuve incombe à ce qu'on appelle la partie poursuivante. Donc la plupart du temps, c'est le ministère public, le parquet, qui poursuit devant les juridictions de jugement. Mais comme on l'a vu, ça peut éventuellement être la victime, la partie civile. La culpabilité du prévenu doit être établie au-delà de tout doute raisonnable. Ça veut dire que si on n'apporte pas la preuve de sa culpabilité, si on a un doute par rapport à sa culpabilité, la juridiction de jugement doit acquitter. Et cette culpabilité est à rapporter sur base de preuves. Et les preuves, c'est quoi? C'est la plupart du temps, c'est le dossier qui a été constitué dans le cadre de l'information ou l'instruction. Donc tous les actes qui ont été posés par le parquet ou par le juge d'instruction, qui vont venir donc alimenter le dossier qui est soumis au juge, qui va lui permettre de statuer en connaissance de cause. Mais il y a d'autres preuves aussi, et il n'y a pas de hiérarchie entre les différents modes de preuve. Il n'y a pas une preuve qui vaut plus qu'une autre. Un procès-verbal établi par la police, même s'il a un poids considérable, ne vaut pas plus qu'un aveu, qu'un témoignage, que des expertises. Donc, il y a différents éléments de preuve qui permettent au juge de statuer sur la culpabilité ou non du prévenu. Une fois que le juge a décidé de la culpabilité du prévenu, il va le condamner. Il peut le condamner à des peines qui sont relativement classiques, qui sont l'emprisonnement ou la réclusion. Donc l'emprisonnement, c'est la peine qui est attachée au délit, tandis que la réclusion, c'est la peine qui est attachée au crime. Dans les faits, il n'y a pas de différence. Ça équivaut à une privation de liberté, ça équivaut à une peine privative de liberté. La personne peut aussi être condamnée à une amende, soit uniquement à une amende, par exemple devant le tribunal de police en ce qui concerne les infractions de roulage, mais ça peut être une amende en plus de l'emprisonnement ou de la réclusion. Le juge peut aussi, depuis un certain nombre d'années, décider de peines dites alternatives, alternatives à l'emprisonnement, alternatives à l'amende, et qui ont l'avantage de ne pas être inscrites au casier judiciaire. C'est la peine de travail, donc le fait de devoir effectuer un travail, réaliser un travail au profit de la communauté. Une peine de probation, c'est le fait de devoir suivre une formation, par exemple, ou alors une peine de surveillance électronique. Donc, vous voyez, on retrouve la peine de surveillance électronique, mais ici, ce n'est pas dans le cas d'une détention préventive, mais c'est dans le cas d'une peine qui est infligée par une juridiction de jugement. Le juge a toujours la possibilité de condamner aux peines classiques que sont l'emprisonnement ou l'amende avec sursis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le juge va condamner à une peine, par exemple, de 2 ans d'emprisonnement, mais va surseoir à l'exécution de la peine pendant une certaine période qui peut aller jusqu'à 5 ans. Ça veut dire que la personne ne va pas devoir exécuter sa peine de 2 ans d'emprisonnement, mais elle va être soumise à un délai d'épreuve, c'est ça le sursis, pendant 5 ans par exemple, et pendant ces 5 ans, la personne ne doit pas recommettre d'infraction et doit éventuellement respecter un certain nombre de conditions, auquel cas on parle de sursis probatoire. Et si au terme de ce délai d'épreuve, de maximum 5 ans, la personne a respecté les conditions, n'a pas commis de nouvelles infractions, le sursis, la peine est subie et donc la personne ne devra jamais exécuter ces 2 ans d'emprisonnement.
Dans le cas contraire, si la personne ne respecte pas les conditions qui sont émises dans le cadre de son sursis ou commet une infraction pendant le délai d'épreuve, à ce moment-là, le sursis peut être révoqué et ça veut dire que la personne va devoir exécuter sa peine d'emprisonnement. Le sursis s'applique à la peine d'emprisonnement, mais s'applique aussi à la peine d'amende, ce qu'on a tendance à oublier. Donc vous pouvez être condamné par exemple à 100 euros d'amende, mais avec un sursis, auquel cas vous n'allez pas devoir payer l'amende et subir ce délai d'épreuve pendant un certain nombre d'années, au-delà duquel, si vous avez respecté les conditions, vous n'avez pas commis de nouvelles infractions, la peine est réputée subie et vous ne devrez pas payer l'amende. Un autre procédé qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la suspension du prononcé. Donc le juge peut vous déclarer coupable d'avoir commis les faits qui vous sont reprochés, mais ne pas prononcer de peine. Et tout simplement, la personne va être soumise à un délai d'épreuve, comme pour le sursis, pendant 5 ans, délai pendant lequel elle ne doit pas commettre d'infraction, elle doit éventuellement respecter un certain nombre de conditions, auquel cas on parle de la suspension probatoire. Donc la différence entre la suspension et le sursis, c'est que dans le cas de la suspension du prononcé, il n'y a pas de peine prononcée, tandis que dans le sursis, il y a une peine qui est prononcée, même si elle ne doit pas être exécutée. Et dans le cadre du sursis, puisqu'il y a une peine qui est prononcée, il y a un casier judiciaire, tandis que dans le cadre de la suspension du prononcé, il n'y a pas de casier judiciaire. Ce que le juge a la possibilité de faire quand il condamne à une peine privative de liberté, c'est de prononcer l'arrestation immédiate. L'arrestation immédiate, ça veut dire quoi? C'est quelqu'un en fait qui se présente devant le tribunal correctionnel pour entendre la peine à laquelle il va être condamné, mais il comparaît libre devant le tribunal. Donc il n'a pas fait l'objet d'un mandat d'arrêt, il n'est pas en prison au moment où il comparaît devant le juge. Et le juge peut décider au moment où il le condamne de procéder à l'arrestation immédiate. Ça veut dire que la personne est arrêtée à l'audience après que le juge ait prononcé sa peine et qu'elle va directement en prison. Si ce n'est pas le cas, si elle n'est pas arrêtée à l'audience et si elle n'est pas dans le cadre d'un mandat d'arrêt, ben, elle rentre chez elle et elle doit attendre ce qu'on appelle le billet d'écrou, donc le billet qui va lui demander de se présenter à la prison tel jour et à telle heure. Mais là, je vous renvoie au cours d'Olivia Nederland sur l'exécution des peines. Et pour terminer, on voit très très brièvement, parce que c'est assez technique, les différentes voies de recours, à savoir que quand quelqu'un est condamné, qu'est-ce qu'il peut faire? Il y a différentes possibilités. Il y a l'opposition, il y a l'appel et il y a le recours en cassation. L'opposition, c'est quand quelqu'un a été condamné par défaut, à savoir qu'il n'était pas présent à son procès. Il a par exemple été condamné à 2 ans de prison. Et donc il va revenir devant le même juge pour que le juge revoie son affaire. Alors, c'est un peu technique, mais on ne peut former opposition que dans des cas exceptionnels, à savoir que vous devez avoir une raison valable justifiant votre absence lors du procès qui vous a condamné, et c'est uniquement si vous rentrez dans ces conditions que vous pouvez former opposition. Ce qui est important avec l'opposition, c'est qu'on remet le compteur à zéro. Donc, c'est comme s'il n'y avait jamais eu de condamnation, et le juge, le même juge, ou à tout le moins le même tribunal, va statuer à nouveau sur votre dossier. L'appel, c'est différent. C'est quand vous avez été condamné et que vous n'êtes pas d'accord avec la condamnation, et donc vous allez interjeter appel, et votre dossier va être vu par une juridiction supérieure, en l'occurrence la Cour d'appel, qui va éventuellement réformer le jugement qui est intervenu en première instance, ou va alors le confirmer. Et enfin, vous avez le pourvoi en cassation qui est possible, mais attention, la Cour de cassation ne revoit pas du fond de l'affaire, donc ce n'est pas elle qui va décider de vous condamner à 2 ans d'emprisonnement plutôt que 5 ans, mais elle va uniquement intervenir pour voir si les juridictions de jugement ont bien respecté la loi. Voilà, on en a terminé, c'est 1 heure pile concernant cette mini-formation en droit pénal et en procédure pénale, et donc j'espère vous retrouver le samedi 30 janvier à 17 h pour répondre à vos questions.